vais m'attarder maintenant sur la partie distribution et vente en ligne. Il y a beaucoup de sujets là-dessus. C'est assez prometteur. Il y a beaucoup de cas, moi j'en ai sélectionné 4. Il y a segmentation client, recommandation de produits, scoring des prospects et stratégie SEA, c'est-à-dire stratégie d'optimisation des mots-clés de référencement. On a aussi des cas, voilà, vision 360 du client, effet bouche à oreille, aussi fluctuation des prix, sensibilité au prix des clients, ce genre de sujet qui nous intéresse aussi. Il fallait faire un choix. Segmentation client, je vais vous expliquer les principes généraux et puis je vais vous expliquer ça dans le cas qu'on a traité. Segmentation client, vous avez ce qu'on appelle une matrice de transaction des clients et des produits. On prend l'exemple d'un site web bien connu, Amazon, donc des millions de clients, des millions de produits. Donc on arrive à une matrice de transaction assez importante qui nous explique en fait le comportement des différents clients. Donc on voit par exemple ici le client 1 et le client 3 ont à peu près le même comportement, puisqu'ils vont acheter le produit 1, le produit 2, ils vont acheter le produit qui a 3 petits points là, tandis que le client 2 est un modèle complètement orthogonal, pas du tout acheter le produit 1, le produit 2, mais plutôt le produit 3. Et on voit des similarités avec client 2, client 4. On commence à définir un petit peu des similarités comme ça. On part de cette matrice de transaction et ensuite on va la vectoriser. La vectoriser, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va créer des vecteurs avec, entre chaque vecteur, un angle qui dépend justement de la probabilité d'achat de deux produits. Je vous parlais par exemple, le client 1 et le client 3 achètent les mêmes produits. Donc, le produit 1 et le produit 2 ont une probabilité plus grande d'être achetés ensemble, suivant notre expérience. Le produit 1 et le produit 2, vous voyez à droite, ont un angle très faible entre eux. Le produit 3, en revanche, pas du tout le même comportement. En général, on n'achète pas le produit 1, produit 2 et produit 3. Le produit 3, il va se retrouver plutôt à l'opposé. Donc ça va nous créer en fait une matrice. Là, on voit il y a 6 axes. Quand on a des millions de produits, forcément ça se complique un petit peu. Et sur ces axes-là, on va pouvoir placer nos clients. Vous voyez pas très bien. Je vais placer nos clients. Et les clients, ils vont s'organiser en famille. J'ai décoloré en familles distinctes. Donc on va pouvoir créer une partie segmentation des clients en comprenant que certains clients en fait, ont un comportement similaire, qu'on va pouvoir les traiter d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing, de la même manière. J'enchaîne sur la recommandation produit, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'un produit B soit acheté quand un produit A est acheté. On connaît tous le site Amazon, je le recite encore une fois, c'est un bon exemple, puisque on verra, la recommandation de produits sur le site web d'Amazon leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Donc, la recommandation de produits, c'est un concept hybride entre le content-based filtering et le collaborative filtering. Content-based filtering, c'est quoi? C'est finalement notre connaissance métier. On sait par notre métier que quand un client va acheter une glace, il va acheter une cuillère. On sait que quand il va acheter un clou, il va acheter un marteau avec. C'est des choses comme ça. On sait que dans le magasin, on est organisé de telle ou telle manière, dans le magasin physique. Donc, un produit qui est proche d'un autre a plus de chances d'être acheté. Collaborative filtering, c'est l'expérience. Les tickets de caisse, et qu'est-ce qui a vraiment été acheté ensemble. Et c'est le mix des deux qui va nous permettre d'arriver à une conclusion. Le résultat est le suivant. On a créé un algorithme, on l'a validé, et pour le valider, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un ticket de caisse existant, on a supprimé un produit, et puis on a fait tourner l'algorithme en espérant trouver le produit qui a été inscrit. Donc, le hit rate qu'on définit ici, c'est le taux de réussite pour retrouver ce produit-là dans les 10 premières recommandations. Voilà. Le hit rate était à 20% dans un premier temps. On a travaillé avec le business, notamment sur la partie content-based filtering, sur la connaissance métier.
pour arriver à un hit rate de 31%. 31%, ça paraît peu. Aujourd'hui, Amazon, avec ses 30% de progression, a un hit rate autour des 40%. Donc c'est pas bien éloigné. Il faut aussi se dire qu'un hit rate de 100%, ça n'existe pas, parce qu'on n'est pas des machines et que notre comportement vis-à-vis des achats n'est pas déterministe. Et heureusement. Donc, vous connaissez peut-être l'histoire de Walmart qui a réussi, par l'expérience, à se rendre compte que finalement les paquets de couches pour enfants étaient souvent achetés par les pères de famille le soir, pendant que la mère de famille s'occupait des enfants. Alors il se trouve que dans les tickets de caisse, on voyait souvent qu'un paquet de couches était accompagné d'un pack de bière. Voilà. Donc, Walmart, ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont réorganisé leurs rayons, et le rayon bière et le rayon couche pour enfants sont juste à côté. Et voilà. C'est un exemple tout bête, mais qui explique un petit peu comment la connaissance client peut nous amener justement à pousser des recommandations de produits. Voilà. C'est aussi une façon de réorganiser les stocks dans des entrepôts, puisque finalement, des produits qui paraissent complètement de nature complètement différente, par les bières, les chocolats, finalement, dans des commandes pourraient gagner à être rapprochés dans les entrepôts pour gagner du temps. J'enchaîne sur le troisième cas, le scoring des prospects. Donc là, on n'est plus dans la clientèle, on va essayer d'attraper des clients. Donc c'est un client pure player du web qui vend des produits sur Internet et un site web et qui a tout un ensemble d'actions marketing pour aller attaquer ses prospects et essayer de les transformer en clients. Donc nous, on a créé un algorithme de scoring des prospects, c'est-à-dire un algorithme qui va partir de la base de prospects qui est quand même de 300 000 prospects, pour essayer d'en sortir quels sont les prospects chauds, quels sont les prospects froids, donc sur lesquels il faut se concentrer. La question du business était très simple. Moi, je sais que quand j'envoie un catalogue à un prospect, j'ai un beau taux de conversion, environ 8 à 10%, ce qui est très intéressant. Or, j'ai 300 000 prospects. Et un catalogue à créer, à envoyer, ça me coûte 5 euros. Est-ce que j'envoie 300 000 catalogues? Simplement. Donc, on est parti sur un algorithme. Les algorithmes, le scoring prospect, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose qui révolutionne non plus le domaine, mais qui doit être adapté aux besoins des clients. C'est adapté à la valeur que ça va avoir. Un algorithme, ça va proposer des scorings, ça va proposer des notes pour les prospects, et ça va naturellement faire ressortir des facteurs qui sont plus ou moins incriminants ou discriminants dans la note. Et c'est ça qui est important de définir avec le business, avec le métier, c'est est-ce que ces facteurs incriminants et discriminants parlent au métier et sont vraiment pertinents pour que le modèle soit pertinent lui-même. Donc, encore une fois, comme pour le cas précédent, on a créé un algorithme et on l'a fait jouer sur une base de test pour justement essayer d'évaluer sa pertinence. Une base de test dans laquelle on avait un certain nombre de prospects et on connaît le taux de conversion en client. Un cas d'usage qu'on a lancé vis-à-vis justement de notre connaissance de la performance du catalogue était le suivant, se dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà fait sur cette base de 300 000 prospects? On a déjà envoyé 23 000 catalogues. Ok. Donc quels sont les résultats? Donc, il se trouve qu'il y en a déjà un taux de conversion qui a commencé à grandir, avec des clients, des prospects qui sont transformés en clients. Donc sur les 23 000, on a à peu près 2000 clients. On a joué l'algorithme sur cette base de 2000 clients. Effectivement, 90% d'entre eux avaient un score positif sur notre algorithme. Donc ça nous conforte un petit peu dans notre modèle. Et ceux qui ne sont pas encore devenus clients, soit ils ne le deviendront jamais, soit ils ne le sont pas encore, ils auront juste la petite action marketing qu'il faut. On va essayer de les déterminer. Donc on a joué l'algorithme. Et sur ces 21 000, 12 444 sont prospects chauds, c'est-à-dire qu'ils sont à deux doigts, selon l'algorithme et selon notre connaissance métier, de basculer. Et c'est sur ces 12 000 là qu'on va déjà commencer, dans un premier temps, à lancer des actions marketing ciblées et proposer des offres ou du porte-à-porte spécialisé sur ces 12 444 qui sont des clients définis dans une base de données avec des contacts et ainsi de suite. Donc on a des plans d'action très concrets à mettre en place juste après ça et qui nous donnent des chances de réussite bien plus élevées.
Je termine avec l'optimisation de la stratégie SEA. Donc, les pure players web connaissent bien cette problématique-là. Il y a des outils qui ne s'affichent pas, peu importe. Le principe, c'est Google vend aux enchères des mots-clés, des AdWords. Donc, il y a un coût d'entrée pour acheter ces mots-clés qui nous permettent d'être mieux référencés sur le net. Le budget est constitué du coût d'acquisition du mot-clé. Et puis à chaque fois qu'un prospect va cliquer sur ce lien et être redirigé vers le site de notre client, le client sera facturé un coût par clic, CPC. Et donc l'ensemble de ces coûts-là représente par an près de 600 000 euros. Le but était de dire, on a des milliers de mots-clés, est-ce qu'on ne peut pas réduire ça? Et comment on peut intelligemment réduire ça? Les données dont ils disposaient étaient les suivantes. Les premières, c'était des données externes. Donc Google, dans leur compte pro, leur proposait un tableau statistique du nombre de clics que générait chaque mot. Pour cela, il fallait pouvoir mixer ces données externes, qui étaient leurs seules données pour l'instant, avec les données internes, donc du CRM, du Salesforce en l'occurrence, et voilà, toute l'intelligence qu'on a mise dans ce projet-là, ça a servi justement à mixer les clics avec le parcours client sur le site et l'acte d'achat ou non. Et c'est grâce à ça qu'en fait on a pu changer notre stratégie. La stratégie était de dire j'ai un coût par clic, qu'est-ce qui me coûte le plus cher, qu'est-ce que je vais supprimer? Parce que ça me génère pas assez de clics ou ça me génère trop de clics. Mais la deuxième, c'est de dire en mixant ces données internes et externes, je vais avoir une notion de ROI. C'est vrai que ce mot-là me génère beaucoup de clics, me coûte beaucoup, mais j'ai un vrai ROI derrière parce que j'ai un taux de conversion qui est réel. J'en ai terminé avec mes cas d'usage. Je vous remercie.